Donc effectivement, c'est vrai qu'on en a parlé à l'instant avec Nicolas, merci. On a une vision assez haute de tout le standard ISO 1640 et moi c'est vrai que quand Pierre et Julien sont venus me voir pour choisir des sujets qu'on allait parler des sujets qu'on allait aborder, on a beaucoup parlé des rapports de synthèse et comment les utilisateurs finaux des méthodes comprenaient ces rapports de synthèse. Parce que, comme l'a rappelé Nicolas, c'est vrai que c'est fait par des laboratoires experts dans le cadre d'une certification par la suite. Donc on a choisi de décrypter ça avec vous aujourd'hui, de vous donner en tout cas quelques pistes avec la double casquette de Microcept, qui est à la fois un laboratoire de contrôle de la qualité microbiologique des aliments et également un laboratoire expert pour Hafnor et Microval. Donc un bref rappel du contexte, hein, même si Nicolas l'a déjà abordé tout à l'heure. C'est vrai qu'on choisit d'abord une méthode à partir de critères propres à chaque laboratoire. On l'a déjà vu tout à l'heure, je redonne quelques exemples. Un délai de rendu des résultats, une méthode sans confirmation, moins de réactifs, moins de déchets, le prix bien sûr. Voilà. Un petit rappel réglementaire concernant le règlement 2073-2005, c'est dans le cadre de ce règlement, c'est vrai qu'on peut utiliser une méthode normalisée ou bien, et là je reprends un fil de discussion dans lequel intervenait François Bourdichon, je rends à César ce qui est à César. On peut utiliser une méthode validée ISO 1640 partie 2 et dont l'étude de validation a été certifiée par un organisme de certification indépendant. Ça permet quoi, Nicolas l'a dit tout à l'heure, de voir que la méthode testée, propriétaire, dite alternative, elle a des performances qui sont équivalentes à la méthode ISO, dite de référence, à laquelle elle a été comparée. Mais alors comment on peut faire son choix final entre des méthodes qui ont des protocoles assez similaires, voilà. Donc j'ai choisi de me concentrer uniquement sur deux organismes de certification, hein, que sont NF Validation et Microval, puisque on travaillait avec eux, mais Nicolas en a cité d'autres tout à l'heure, comme la OAC ou Nordval. Première petite précision, vous allez devoir passer à l'anglais. Voilà, puisque la plupart des rapports, alors chez Microval c'est tout en anglais, et chez Hafnor c'est pratiquement tout en anglais maintenant aussi. Petit jeu de pistes pour aller chercher ces rapports de synthèse, pardon. Rapport de synthèse chez NF Validation et Study Report chez Microval. Je voulais illustrer ici comment aller chercher. Donc vous tapez nf-validation.hafnor.org pour tout ce qui est Hafnor. Vous cliquez domaine agroalimentaire. Ça va vous emmener directement sur découvrir nos méthodes certifiées. Vous avez la liste de tous les paramètres ici. Vous pouvez aller cliquer sur, voilà, j'ai pris Salmonella. Vous avez la liste de tous les fabricants qui ont fait des méthodes. Et complètement au hasard, j'ai choisi Assurance GDS Salmonella. Donc vous téléchargez dans votre dossier de téléchargement le rapport de synthèse qui va se trouver ici. Chez Microval, comment ça se passe? Voilà, donc je suis toujours reparti de mon site Microcept. Vous tapez microval.org. Ça vous emmène sur la page Microval, bien sûr. Vous allez sélectionner Issued Certificates. Ensuite, vous descendez jusqu'à View List pour Alternative Methods. Et là, les méthodes ne sont pas classées tout à fait de la même façon, mais voilà, vous les avez toutes dans un tableau et vous pouvez sélectionner le tableau. Et voilà, complètement aléatoirement à nouveau, je suis allé sélectionner Assurance GDS Salmonella, qui vient se télécharger dans la barre de téléchargement à nouveau, une fois qu'on a sélectionné Study Report. Voilà, sur le site, comme sur le site de l'Hafnor, j'ai pas attardé, vous avez aussi le certificat qui est disponible dans le cadre de par exemple, de vos audits au laboratoire et des données de LOD 50. Alors, effectivement, si on revient un petit peu plus sur ces études les paramètres étudiés lors de la validation ISO 1640. Déjà, il faut retenir quelque chose, c'est que si la méthode est validée, c'est qu'elle satisfait aux différentes exigences de la norme ISO 1640-2. En tout cas, si elle est certifiée. Dans le cadre d'une méthode qualitative, alors je vous ai à chaque fois mis les termes en français et en anglais pour vous aider à vous y retrouver. Hein.
Je vous rappelle que tout sera disponible en anglais sur les rapports de synthèse. Vous avez l'étude de sensibilité pour une méthode qualitative qui est faite tout d'abord. Je ne reviens pas sur le nombre d'échantillons, Nicolas l'a abordé tout à l'heure. Vous avez le niveau de détection relatif, Relative Level of Detection, une étude d'inclusivité et d'exclusivité et une étude d'interlaboratoire. Pour une méthode quantitative, vous allez avoir la justesse relative, Relative Trueness, le profil d'exactitude, Accuracy Profile, à nouveau une étude d'inclusivité-exclusivité, et puis à nouveau une étude interlaboratoire. On fait systématiquement une étude de comparaison des méthodes et une étude interlaboratoire. Qu'est-ce qu'on étudie dans ces différentes études? L'étude de sensibilité va nous permettre d'aborder la sensibilité de la méthode alternative, la sensibilité de la méthode de référence, ce qu'on appelle l'exactitude relative, Relative Trueness, et le taux de faux positif, False Positive Ratio. On fait également un test statistique qui est basé sur ce qu'on appelle les ND et les PD dans le jargon ISO 16140. Qu'est-ce que c'est? On a d'abord les negative deviations, c'est quand la méthode de référence détecte et que la méthode alternative ne détecte pas sur un même échantillon. Et la positive deviation, c'est exactement l'inverse, c'est quand la méthode alternative détecte et que la méthode de référence ne détecte pas. Important cette notion, ça va vous permettre de juger pas mal de choses. Le niveau de détection, alors cette étude de sensibilité, c'est aussi ce qui est abordé quand on fait l'étude interlaboratoire, c'est aussi ce qu'on regarde. Le niveau de détection relatif, maintenant, le fameux RLOD, hein, qu'on connaît un peu tous maintenant, notamment via la 1640 partie 3 et la LOD. Une nouvelle notion apparaît, alors qui apparaît déjà en sensibilité, mais ce sont le principe des méthodes appariées ou non appariées. L'ISO 1640 a défini ça. Si vous avez une méthode alternative qui utilise le même bouillon que la méthode de référence, vous êtes sur une méthode appariée. C'est-à-dire que vous allez générer, en principe, peu de discordance entre les deux méthodes. Si vous êtes sur une méthode non appariée, vous avez deux bouillons différents. Un bouillon propriétaire pour la méthode alternative et le bouillon de la méthode de référence qui va être différent. Forcément, vous apportez un biais statistique, vous allez générer un petit peu plus de discordance. Le but de cette LOD qu'on calcule dans cette étude de niveau de détection relatif, il faut que la LOD de la méthode alternative ne soit pas au-delà d'1,5 fois la LOD de la méthode de référence. Et dans le cadre d'une méthode non appariée, il ne faut pas qu'elle soit 2,5 fois au-delà de la méthode de référence. Pour l'étude d'inclusivité, on va simplement vérifier que les souches cibles sont bien détectées et que les souches non cibles, qui en général peuvent avoir une interférence avec la méthode, ne sont pas détectées. Ces souches cibles et ces souches non cibles, on va également regarder ça, bien sûr, sur la méthode quantitative, hein, c'est le même principe. Et si on passe sur cette méthode quantitative maintenant, l'étude de justesse relative nous permet de calculer pour chaque catégorie d'aliments testés, et puis pour toutes les catégories d'aliments, un biais avec un intervalle de confiance. Et également un nombre de points en dehors de cet intervalle de confiance. Et pour que la méthode passe les critères, il faut qu'il soit inférieur à 1 sur 20. On va détecter un profil, on va calculer un profil d'exactitude. Pour faire simple, hein, très simple, c'est vérifier que la valeur absolue d'un résultat entre la méthode alternative et la méthode de référence soit inférieure à 0,5. Il peut être supérieur dans certains cas, notamment quand la méthode de référence disperse aussi beaucoup, et dans ce cas-là, il y a des limites qui sont recalculées. Voilà, ça reste un petit peu technique, mais c'est en général très bien expliqué dans les rapports de synthèse. Voilà, et lors de l'étude interlaboratoire, on va aussi travailler à partir de ce profil d'exactitude. Voilà pour toutes ces données qui sont très techniques, mais alors on peut se poser une question. Ok, mais j'ai 4 méthodes PCR qui m'intéressent. Comment est-ce que je les compare? Est-ce que je me dis, je prends le pourcentage de sensibilité et de justesse, je les liste tous dans un fichier Excel, je sélectionne les méthodes avec le pourcentage le plus élevé, je prends les valeurs de RLOD les plus faibles, je fais un petit mix de tout ça, et ça y est, ma méthode est choisie. Je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Je vous propose une lecture un petit peu différente. C'est celle-ci. Déjà, alors pas les ignorer complètement, mais vous pouvez prendre pas mal de hauteur avec ces notions de sensibilité et de justesse. Pour une bonne raison, je vous donne 3 exemples ici, en fait. Pour 3 méthodes de détection d'un même germe, je vous présente la méthode 1, qui est une méthode appariée, même bouillon que la méthode de référence.
elle a un pourcentage de sensibilité extrêmement haut, parce que comme je vous l'ai dit, même bouillon, on génère très peu de PD et de ND. Donc on a des valeurs qui sont très très élevées, au-delà de 95% des fois. Vous allez avoir votre méthode 2, elle a déjà un pourcentage de sensibilité moins élevé, entre 80 et 90%. Voilà, par exemple, elle a généré, c'est une méthode non appariée, elle a généré beaucoup plus de déviations positives que de déviations négatives. Ça veut dire qu'elle marche mieux que la méthode de référence. Mais ça fait baisser mécaniquement les sensibilités des deux méthodes, à la fois alternative et référence. Et vous avez la méthode 3, qui a un pourcentage de sensibilité encore plus bas, voilà, entre 70 et 80%. Mais parce qu'elle a généré énormément de déviations positives et de déviations négatives, en fait. Et donc, à nouveau, statistiquement, vous allez vous retrouver avec des pourcentages qui baissent énormément. Pourtant, ces trois méthodes-là, pour un même germe, elles ont été jugées équivalentes, en fait. Donc, vous pouvez toutes les trois les considérer comme pertinentes au sein de votre laboratoire en fonction de vos critères. Ce que je vous conseille, moi, dans le cadre de ces études, c'est plutôt de regarder les déviations positives et les déviations négatives. Le type de produits sur lesquels elles apparaissent, le nombre par catégorie ou par type, l'origine de la déviation, ça peut être très important. Notamment, il y a ce fameux biais statistique, puisqu'on travaille souvent à faible taux pour les méthodes de recherche. Si on considère la loi de Poisson et qu'on contamine un échantillon de façon artificielle, il se peut très bien que je contamine mon échantillon A, pour alternative, mais que je ne contamine pas mon échantillon R pour référence, en fait. Et réciproquement. Et c'est la somme des échantillons que je vais faire qui va équilibrer le tout au final. Donc, ces déviations positives, elles peuvent être nombreuses, mais pas problématiques. Et il faut aussi considérer le taux de faux positifs, hein, bien sûr, ça c'est important, en fonction de votre laboratoire, de la façon dont vous travaillez, les matrices sur lesquelles ils sont apparus, ça peut éventuellement vous questionner et vous allez pouvoir vouloir tester un peu plus cette partie-là quand vous allez essayer la méthode. Il faut être attentif également à l'inverse des faux positifs, c'est les faux négatifs, qu'on ne mentionne pas tel que dans les rapports de validation, mais c'est le nombre d'échantillons négatifs en méthode alternative, mais qui ont été confirmés. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est dans le cadre d'une étude de sensibilité, pour une étude de validation, on confirme l'ensemble des échantillons, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc on a cette information-là, mon échantillon est sorti négatif, mais par contre ma confirmation était positive. Donc vous pouvez jeter un œil à ces échantillons, ils sont souvent un peu plus expliqués que les autres, pourquoi on a eu ce résultat-là. Et ça va donner des informations et éventuellement pour des tests plus tard. Pour une méthode PCR, ça peut être intéressant de regarder aussi le pourcentage d'inhibition et sur quelle catégorie il s'applique. Les valeurs de RLOD, à nouveau, ne pas les ignorer complètement, ce serait une erreur, mais vous pouvez prendre de la hauteur avec ça. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir un niveau de RLOD très, très élevé, mais votre étude de RLOD, elle est extrêmement souche dépendante en fait. C'est qu'un couple matrice-souche va représenter l'ensemble de la catégorie sur laquelle vous travaillez. Hein, voilà, je prends l'exemple de salmonelle, on va faire salmonelle sur du fromage au lait cru par exemple, ou au lait cru. On va utiliser une souche qui est de la même origine que le produit, hein, plutôt des produits laitiers. Et si ça se passe moins bien, pour une raison A ou B, la souche est mal adaptée, elle est un petit peu stressée, vous allez avoir, où la matrice était très chargée en flore annexe, plus que d'habitude, vous allez avoir un niveau de RLOD qui monte. Et vous vous dites, ça correspond pas forcément à ce que je recherche moi. Mais rappelez-vous que c'est souche et matrice dépendant. En fait. Voilà pour ces méthodes alternatives. Mais qu'est-ce qui se passe pour les méthodes quantitatives? Pour les méthodes quantitatives, vous vous rappelez dans mon premier schéma, on a pas mal parlé de justesse relative. Moi, ce que je vais avoir tendance à rechercher dans une méthode de dénombrement, c'est un biais proche de 0. Alors, je vous ai illustré, et pour rester le plus impartial possible, j'ai utilisé le schéma de la norme ISO 740-2, en fait. Hein. Dans les rapports de validation, vous allez avoir ce qu'on appelle un diagramme de Bland-Altman. Voilà, désolé pour le test statistique, mais c'est son nom. Qui va vous renseigner sur un biais. Voilà, le biais, je l'ai illustré ici.
dans le cas de la méthode qui est présentée, il est quasiment égal à 0, en fait. Ça, c'est important. Et c'est vrai que même s'il varie un petit peu au-delà du 0, c'est pas critique. C'est à nouveau une expression des tests statistiques qui ont été réalisés. Vous allez également générer, les laboratoires experts vont générer ce qu'on appelle un intervalle de confiance, qui est illustré ici, c'est-à-dire une zone de dénombrement dans laquelle vont tomber la plupart de vos résultats à venir. C'est aussi ce qu'on voit en profil d'exactitude. Cet intervalle de confiance, moi ce que j'aime bien, c'est que mon demi-intervalle de confiance, donc là on voit bien qu'il est à peu près autour de 0,45, c'est qu'il soit similaire aux incertitudes de mesure que j'attends. On a tous commencé à les calculer, un peu plus que commencer, même au sein des laboratoires accrédités. Vous savez qu'on a une incertitude technique, une incertitude de matrice, et bon an, mal an, on peut atteindre des niveaux qui sont de cet ordre-là, 0,4, 0,5 pour un produit donné. Voilà, moi c'est ces deux points que j'aime bien garder, voilà, un biais assez proche de 0, puis un demi-intervalle de confiance, pas trop large, mais voilà. Il peut être intéressant de s'intéresser aussi à la nature des échantillons qui sont en dehors de l'intervalle de confiance. Je les ai signalés ici. Voilà, l'analyse, c'est pas toujours parfait, tout ne tombe pas dans cet intervalle de confiance, la plupart va tomber là, mais on a certains points qui sortent, j'en ai signalé un certain nombre ici. C'est des points, ces points, qu'est-ce qu'il faut que vous regardiez? Est-ce qu'ils font partie des catégories que j'analyse au sein de mon laboratoire? Si oui, est-ce que sur le reste du type ou de la catégorie, ça se reproduit beaucoup ou pas? Et à nouveau, si oui, bon voilà, ça peut être intéressant que je les teste un petit peu plus quand je vais essayer cette méthode-là. Voilà, bien s'interroger aussi sur la raison de cet écart. Ça peut être, typiquement, on a parlé d'incertitude, ça peut être une dispersion de matrice qui n'est pas exceptionnelle. Typiquement, j'analyse, je sais pas, une cuisse de poulet, on va avoir énormément on peut avoir une dispersion qui est assez élevée entre deux prises d'essai, par exemple. Voilà pour ça. Alors, petit point concernant les études AFNOR, vous allez avoir dans cette zone de l'étude AFNOR un certain nombre de points qui correspondent à des résultats pour lesquels on a eu un nombre de colonies sur la dernière dilution comptable qui était inférieur à 4, parce que dans le cadre de la 72-18, on ne peut pas exprimer les résultats, on dit juste qu'il y a une présence du germe concerné. Dans les études AFNOR, on les signale, mais sachez qu'ils ne sont pas pris en compte dans l'étude statistique. Donc si vous voyez beaucoup de points qui dépassent autour des limites de confiance à ce niveau-là, c'est normal, c'est un biais statistique supplémentaire, mais ça n'a pas été pris en compte dans les études statistiques. Voilà pour cette partie justesse relative. Et on a également le profil d'exactitude qui peut être intéressant d'étudier. À nouveau, comme pour l'étude de détection relative, ça va être extrêmement dépendant du couple matrice-souche qui a été choisi. Parce qu'à nouveau, on associe une souche avec une matrice, de l'eau d'une même matrice, dans le cadre d'une étude AFNOR par exemple. Et vous allez avoir des variations qui peuvent dépendre notamment de la matrice et de sa nature, ou de la souche et de son stress dans la matrice concernée. Voilà. En conclusion, de quoi il faut se rappeler, une fois qu'on maîtrise déjà tous ces premiers éléments? Tout d'abord que les études de validation ont été réalisées sur un nombre limité d'échantillons. Nicolas l'a abordé tout à l'heure. C'est vrai que ça peut paraître beaucoup dans le cadre de l'étude de validation, mais par rapport à la quantité d'échantillons que vous analysez au sein de vos laboratoires chaque année, c'est rien. Typiquement, une étude qualitative, toute catégorie, avec certains échantillons de l'environnement, les échantillons de l'environnement, on teste à minima 180 échantillons positifs et 180 échantillons négatifs. Dans le cadre d'une étude quantitative, toute catégorie plus alimentation animale, on va tester sur la partie justesse relative uniquement 90 échantillons. Là, je vous parle juste de la justesse et de l'étude de sensibilité. Mais voilà, retenez ça. Ce qui a bien marché ou un peu moins bien marché dans un labo expert lors de la validation, il faut tester chez vous, voir si ça va marcher de la même façon. C'est ce que je mets ici. Il faut bien aussi raisonner en fonction des produits que vous analysez au sein de votre laboratoire.
Ce que je vous conseille, et les fabricants sont plutôt ouverts à ce niveau-là, c'est de la tester, la méthode, en fait. Il faut l'essayer, d'abord savoir si elle convient à votre activité, et si elle répond convenablement au niveau praticabilité, hein, c'est-à-dire que, voilà, est-ce que j'ai des colonies suffisamment claires, est-ce que je génère pas trop de faux positifs, voilà, ce genre de choses, est-ce que le protocole est facile à prendre en main, au-delà même des résultats. Et idéalement, quand vous essayez ces méthodes, vous pouvez commencer à travailler sur vos essais de vérification ISO 740 partie 3. Je dis bien commencer, vous n'allez pas tout faire pendant vos essais, mais ça peut déjà vous donner un ordre d'idée en testant notamment des matrices challengeantes. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour cette présentation. Question-réponse. Tu vas pouvoir rester avec. Ouais, ok, ça marche. Question-réponse. Oui, alors. Dans la salle. Est-ce qu'on a des questions? Enfin, je vais revenir parce qu'il y avait une question sur la présentation d'avant. Mais du coup, c'est remonté assez loin dans notre fil de discussion. Donc, c'est une question pour Nicolas. Alors, il y avait une question de Muriel concernant le lien possible entre la partie 7 et 6 pour les confirmations via Maldi, TOF, je pense. C'est une bonne question. En fait, les études de validation de partie 6 qui ont été faites avec des technos Maldi-TOF, elles ont nécessairement donné des résultats plus que ce qui était exploité dans la validation partie 6, parce qu'en fait, en partie 6, comme je disais tout à l'heure, on s'arrête à positif ou négatif, enfin, on confirme ou on ne confirme pas, sauf que le Maldi, il rend aussi un résultat d'identification. Ça veut dire que tous les résultats qui sont obtenus en cours de ce type de validation, ils peuvent être utilisés pour faire une validation partie 7, bien sûr, en fait, s'ils ont été acquis dans les bonnes conditions. Après, il faudra que ça corresponde au plan d'expérience qui est nécessaire dans les deux, mais travaillons intelligemment, effectivement, s'il y a des choses qui sont déjà faites. Après, ça dépend comment dire, de la philosophie, des stratégies des fabricants de Maldi. Il y en a qui ont fait des validations de partie 6. Peut-être que d'autres vont faire que la partie 7, en fait, finalement, et puis se rappuyer dessus pour pouvoir vendre leur technologie pour faire de la confirmation. En fait, la chronologie de publication des standards fait que il y a eu des choix qui ont été faits à des moments et tout ça, donc ça peut être un peu complexe. Mais en tout cas, on peut relier complètement les deux, c'est clair. Ok, merci. On avait aussi une question concernant quelle norme doit appliquer un laboratoire utilisateur pour vérifier une méthode de confirmation ou d'identification. En fait, l'idée, c'est que tout ce qui concerne la vérification soit rassemblé dans la partie 3. Pour ce qui va être dans la partie 3, il y a déjà en fait, un morceau qui concerne la vérification des méthodes de confirmation. Un petit morceau, hein, parce que c'est de mémoire, il y a peut-être 5 échantillons, un truc comme ça à faire, c'est vite fait. Et pour la partie 7, comme elle n'est pas publiée encore, la partie 3 ne la prévoit pas encore, donc c'est l'avis des amendements et des suramendements et des révisions des normes, mais en tout cas, ce sera prévu d'avoir en fait une partie qui sert à vérifier les méthodes d'identification. Donc tout va être concentré dans la partie 3. D'accord. Moi j'avais une question, personnellement. Donc si j'ai bien compris, l'amendement de l'ISO 1640-4 sur les large sample size, là, donc une méthode qui est aujourd'hui validée en 25 grammes pourra être validée par l'utilisateur en 375 grammes uniquement, c'est ça? En fait, l'utilisateur il pourra valider n'importe quelle prise d'essai qui lui convient. En fait. Vérifier ou valider? Valider. Valider, donc il faut quand même qu'il refasse le...
Voilà. Après, souvent, les méthodes sont validées avec des prises d'essai de 375 grammes quand il y a un intérêt des utilisateurs. Ça, souvent, les fabricants de méthodes sont à l'écoute de ça, donc c'est eux qui prennent en charge la validation, ces prises d'essai-là. Mais si jamais vous êtes utilisateur et que vous avez une prise d'essai qui vous intéresse et qui n'est pas validée, vous ne pouvez pas la vérifier, du coup vous êtes obligé de commencer par la valider. Et c'est pour ça qu'il a été choisi de mettre ce protocole dans la partie 4 et pas dans la partie 3. Mais c'est un protocole qui est plus light que la partie 4 dans sa globalité Bien sûr, ce n'est pas une revalidation de la méthode, parce que là on parle de la validation de la prise d'essai, donc ce sera plutôt quelque chose qui sera inspiré du niveau de détection relatif. Donc c'est une trentaine d'échantillons à faire avec les 2 tailles de prise d'essai pour voir si en gros on a des différences significatives ou pas. Ok. Alors dans la salle, est-ce qu'on a des questions ? Est-ce qu'il y a une alternative à la vérification de méthode par la 1640-3 ? En fait, est-ce qu'elle est reconnue maintenant ou pas ? Parce que en tant qu'évaluateur COFRAC, j'ai mis des écarts sur le fait qu'elle n'était pas utilisée et ce n'était pas encore obligatoire. Alors, où est-ce qu'on en est par rapport à ça ? En fait, elle n'est pas encore obligatoire dans le sens où elle n'est pas écrite dans le règlement européen 2073-2005. Au même titre que l'est la partie 2, par exemple, quand François disait tout à l'heure, il faut utiliser des méthodes de référence ou des méthodes alternatives validées par je ne sais plus la phrase exacte en fait, mais enfin, voilà. Et en fait, donc aujourd'hui, les évaluateurs COFRAC sont un peu embêtés avec cette question-là. Il y a eu des écarts qui ont été mis, il y a eu des écarts qui ont été peut-être annulés, c'est ça ? Voilà. Donc aujourd'hui, si c'est juste de savoir si c'est obligatoire ou pas, la réponse simple, c'est non. Mais pourquoi ne pas la faire puisqu'elle existe ? Et à la question qui était en premier lieu, est-ce qu'elle est reconnue ? Personnellement, je pense qu'elle est reconnue puisque c'est un standard. Elle a été le fruit d'un très long travail de consensus entre tous les pays qui sont représentés par des membres experts qui représentent des grandes entreprises, des petites entreprises qui représentent tous les intérêts en fait, des laboratoires. C'est unique en fait comme document, ça paraît tout bête comme ça, c'est quelques pages, hein, mais c'est un consensus, ça veut dire que tout le monde était d'accord au final pour faire ça. Donc il n'y a pas plus reconnu que ça, à mon sens. François ? Elle n'est pas en 2073-2005 parce que la dernière mise à jour du 2073-2005 date de 2020, ouais. La norme est sortie en 2021, mais si on applique le 178-2002, et la responsabilité de garantir l'inocuité de produits avec des bonnes méthodes, alors tu détricotes le fil et elle devient obligatoire. Voilà. Et puis en plus, le problème qu'on a, c'est que tout le monde s'arrête à la lecture de 2073-2005. Il y a le 178-2002 par-dessus qui est beaucoup plus large. Dans ce cadre-là, ça peut rentrer. Merci. Et pour compléter aussi, dans la 17025, le laboratoire doit faire la vérification. Il doit la faire. Donc si un laboratoire doit faire la vérification et qu'il décide de ne pas le faire comme le décrit le standard, il faut qu'il ait des bonnes raisons de faire ça comme ça, quoi. Et donc la justification devient un peu difficile. Et là, après, l'évaluateur peut juger que ce qui a été fait n'est pas suffisant. Voilà. Très bien. Merci. Moi, j'avais aussi d'autres questions, d'accord ? Mais là, il fallait que je revienne sur la présentation parce que ma mémoire me fait défaut. C'était sur... J'étais loin. C'était sur ça. Là, tu dis un laboratoire très confiant pour la préparation des échantillons, il fait le protocole numéro 3. Alors, tu peux m'expliquer pourquoi ? Parce que pour moi, faire une concentration à une cellule, ça me paraît plus compliqué que faire de 3 à 5. Mais peut-être que j'ai loupé un truc. Déjà, pardon Christophe, c'est pas factuel, c'est quand je dis très confiant, peu confiant. En fait, non, disons que moi je suis un peu tempéré par rapport à ça parce que c'est, disons, le discours qui a été convenu au niveau du groupe de travail pour expliquer en fait l'existence de ces 3 protocoles. Effectivement, les 3 demandent quand même un certain niveau de confiance dans l'inoculation de toute façon, donc ça c'est sûr. Après, viser 3 et 5 UFC dans la prise d'essai, c'est difficile.
Parce que ça veut dire que si après, en faisant l'analyse, vous êtes à 6, il va falloir recommencer, quoi. Donc, alors que, disons que pour un laboratoire, c'est un peu plus facile de bricoler quelque chose avec les autres protocoles, parce que finalement, le taux fort, le taux intermédiaire, le taux faible, ce sont que des dilutions au tiers, chacune l'une de l'autre. Donc en fait, si vous maîtrisez bien le taux fort, après les autres, normalement, ça devrait mais du coup, pour pousser un peu plus loin, le faible, il doit correspondre à combien? Parce que ça, c'est subjectif. Alors faible, à chaque fois j'ai écrit justement 9,3 ou une fois la LOD 50. C'est vrai que j'ai pas détaillé ça tout à l'heure, mais ça veut dire que vous faites ce que François a dit, François a dit tout à l'heure. Tout le monde s'appelle François. En fait, si ta LOD est à 1,5, voilà, tu fais 9 fois 1,5. Exactement. Vous regardez dans le rapport de validation, vous cherchez la LOD 50 de la méthode, vous faites une petite multiplication et vous tombez dessus. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'on se retrouve dans un peu une contradiction, parce que les fabricants de méthodes, ils vont avoir envie de donner des LOD les plus faibles possibles. Et ça piège un peu les utilisateurs qui, eux, vont devoir respecter des LOD de plus en plus faibles. Et là où ça piège, c'est qu'en fait, tout ça, il faut les comparer avec des critères d'acceptabilité qui sont eux aussi basés sur les LOD. Donc plus la méthode est performante, en fait, et plus la vérification va être exigeante pour l'utilisateur. Ce qui est un peu logique, même. Parce que du coup, nous, ce qu'on voit quand même fréquemment, c'est plutôt des gens faire le numéro 3, parce qu'aujourd'hui, quand même, avec des souches calibrées, tu arrives assez facilement entre 3 et 5, et là, du coup, c'est plus simple. Utiliser des souches calibrées, c'est une façon d'être très confiant dans sa capacité à obtenir. Si je peux juste rajouter... Oui, si je peux juste rajouter quelque chose, c'est vrai que dans le protocole de la 1640 partie 3, là on parle de 3 niveaux, mais on travaille avec des dilutions successives au tiers notamment de mémoire, je crois. Et il y a beaucoup plus de niveaux qui sont testés dans le protocole qui est expliqué dans la 1640 partie 3. Donc c'est beaucoup plus facile d'encadrer les niveaux qui sont décrits ici. Alors d'autres participants, d'autres questions dans l'audience? Oui. J'ai encore 2 questions. Hier, on a abordé avec Guillaume. Ce qui est important aussi, c'est les souches. Les souches utilisées, vous n'en avez pas du tout parlé. Et les souches utilisées, c'est pas les souches, les bêtes de compétition de la 1640, de la 1133. C'est une très bonne remarque. Et justement, dans le fruit du consensus dont je parlais tout à l'heure, il a été décidé de ne rien imposer par rapport aux souches. Parce que, en fait, les laboratoires sont entre guillemets, c'est pas péjoratif, assez pauvres en fait en sous-chaud, et puis ils n'ont pas forcément les... Donc dans la norme, c'est impossible d'imposer à un laboratoire d'utiliser certains types de souches, mais c'est très fortement recommandé d'utiliser des souches terrain, bien sûr. Et il y a aussi une recommandation, c'est pas obligatoire, mais c'est aussi recommandé d'utiliser des souches qui pourraient être éventuellement stressées, selon des protocoles qui sont décrits dans la partie 2, l'annexe C de la partie 2. Mais en tout cas, effectivement, c'est recommandé de se baser sur des choses qui sont proches de la réalité de toute façon. Aujourd'hui, même si c'est un consensus, il reste quand même une grande liberté d'application de la partie 3, parce que finalement, on peut aussi tout simplement inoculer la suspension mère avant de faire la vérification, où là, on est sûr de retomber toujours sur des bons résultats. On peut aussi s'amuser à inoculer les matrices, à faire du stockage de matrices inoculées pour faire un peu de stabilisation, tout ça. Enfin, on peut aussi, si le laboratoire est curieux de challenger sa performance, il peut aller jusque-là, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Et si je peux nous rajouter un point, c'est vrai que les laboratoires experts se chargent, durant les validations, d'utiliser des souches terrain et du stress. Donc ça a déjà été effectivement validé, alors même si ça n'empêche pas qu'on peut le revalider dans la vérification, comme disait Nicolas, mais effectivement, il y a un peu de souplesse qui est accordée à ce niveau-là. J'ai une deuxième, je suis désolé, je monopolise. Sur le cycle de validation d'une méthode alternative, c'est 4 ans, c'est ça? Et ensuite, donc, on refait tout, vous refaites tout. Il y a des choses qui sont plus intégrées par les fournisseurs, ils ont changé quelque chose, etc. Comment ça se passe? Pour ce qu'on appelle une étude de reconduction, effectivement,
on va reprendre les données de la méthode, c'est-à-dire qu'on refait toutes les données, on vérifie qu'on était bien au bon taux, qu'on était bien avec les bonnes matrices, qu'il y a bien une bonne diversité de matrices. Il peut y avoir des standards, des normes qui ont évolué, donc on regarde si le dossier de validation est toujours conforme à ces nouvelles normes. Et il arrive effectivement des fois, c'est le cas sur les dossiers qui arrivent maintenant, puisque la 1640-2 date de 2016, donc on commence à voir les premières reconductions, qu'on appelle sans essai, puisqu'on ne fait pas d'essai supplémentaires. On repasse juste les données de validation auprès du bureau technique. Il n'y a pas forcément d'essais supplémentaires qui sont faits. Ça peut être le cas, mais pas tout le temps. Alors, je regarde si on a d'autres questions dans la salle. Non. Donc dans la salle virtuelle, pardon. Et dans la salle réelle, remplie de plein de petits humains. Est-ce qu'on a d'autres questions? Personne? Une fois, deux fois, trois fois. Adjugé. Merci messieurs. On vous applaudit chaudement.